Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Cette semaine, je reçois Sophie et Neil, le couple d'entrepreneurs à la tête de la célèbre entreprise Comme Avant. Comme Avant, c'est une entreprise familiale et atypique qui se veut inspirante et engagée. J'ai eu la chance de visiter leurs locaux à Pen Mirabeau en banlieue de Marseille et j'ai été conquise par l'audace de Sophie et Neil. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle en écoutant cet épisode. J'espère qu'il vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre écoute directement sur Instagram en taguant Basilic Podcast. Belle écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous les deux, je suis ravie d'être dans vos locaux aujourd'hui. On va parler de votre entreprise, de votre aventure familiale. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Sophie, j'ai 33 ans, donc je suis la maman de 2 enfants. Et avec Neil qui est à côté de moi, donc mon conjoint, on a créé Comme Avant en 2017. Et donc c'était vraiment pour notre fils au départ, en fait, que voilà, tout ça a commencé parce qu'on cherchait un savon pour notre fils pour ses problèmes de peau. Et Neil un jour, alors que voilà, j'étais en train de faire des recherches sur internet de quel futur produit j'allais acheter, m'a proposé de fabriquer notre propre savon, saponification à froid, avec uniquement de l'huile d'olive, puisque c'était ma problématique du moment, c'était que je trouvais des savons avec d'autres huiles végétales, de l'huile de palme, de l'huile de coco, de copra, etc. Et je trouvais pas à ce moment-là, ce jour-là où j'ai cherché, un savon qui avait que de l'huile d'olive. Donc il m'a dit, en fait, je pourrais essayer de le faire. Et voilà, donc c'est parti de cette petite anecdote-là. Ensuite, on avait fait le baptême de Naël et on a voulu offrir en cadeau ces petits savons qu'on avait fait en se disant, on verra si ça plaît aussi à notre entourage et ça changeait un peu des dragées traditionnels. Et on a eu beaucoup de très bons retours de personnes dans notre famille qui ont dit, en fait, oui, j'utilise du savon solide déjà, mais le vôtre, je le trouve vraiment chouette. Et voilà, et donc bien sûr ça avait aidé aussi les rougeurs qu'avait Naël. Donc voilà, derrière ça, Neil, qui a une âme d'entrepreneur, m'a proposé de créer un site internet, de tester, de voir si il y avait d'autres personnes qui recherchaient des produits comme celui-ci, voilà, et qui étaient un peu dans cette démarche que nous on a eue de chercher des compositions plus saines et plus courtes. Et à cette époque-là, vous n'étiez pas du tout dans le secteur des cosmétiques, vous n'aviez pas spécialement l'envie d'entreprendre, ça c'est vraiment un concours de circonstances ? Oui, bon alors du coup moi c'est Neil, on va pas repartir de zéro, mais ouais, on avait deux parcours qui avaient rien à voir avec la cosmétique. Donc moi je viens de l'informatique, bon du coup c'est pour ça que faire un site internet pour moi c'était très facile. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de l'informatique parce que voilà, aujourd'hui lancer une start-up c'est très très facile quand on est du domaine. Et puis Sophie était dans la communication déjà. Et puis moi j'avais déjà pour l'anecdote, déjà une société avec son frère. Donc en gros les histoires familiales ça date depuis bien plus longtemps. Et quand ce projet-là a vraiment décollé, je lui ai dit vas-y viens avec nous, ça va être marrant, tu vas voir. Sympa de se lever, d'aller taffer directement juste à côté pour la famille. Donc ça c'était top. Et voilà, donc du coup, en tout cas, l'aventure a commencé comme ça. Et aujourd'hui, il y a combien de membres de votre famille dans l'entreprise ? Zut, je sais pas combien il y en a. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que du coup, la famille pure, en fait, la famille directe, frères, sœurs, compagnons, on est 5, ouais, c'est 5. Et après, par contre, en indirect, il y en a beaucoup plus, parce que du coup, il y a le parrain de Naël, sa femme, sa sœur, voilà, en gros, enfin les cercles comme ça se sont formés, donc c'est vrai qu'après il y a comme une histoire d'arborescence, etc. Mais après ça se propage comme ça, les amis des amis et ainsi de suite. Mais ouais, du coup ça apporte une confiance supplémentaire. Bon, c'est des fois un petit peu plus compliqué dans le management, ou en tout cas différent en tout cas. C'est beaucoup plus direct
que si c'était des personnes qu'on connaît que dans le pro. Mais par contre, ça apporte une confiance 100% dans les gens. Et se dire, je peux lui laisser le truc. S'ils n'y arrivent pas, dans tous les cas, ils vont revenir vers moi. Ils ne vont pas laisser ça comme ça, etc. Donc voilà, il y a des gros avantages à faire ça en famille. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, qui est de savoir leur premier geste écolo. Alors vous, est-ce que c'était au moment de la naissance de Naël ou est-ce qu'il y avait déjà eu des gestes écolos avant ? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'avoir Naël, j'ai fait une fausse couche. Et donc ça a eu forcément un gros impact dans ma consommation. Et surtout, dans un premier temps, dans ce point de vue santé. Et voilà, un point de vue vraiment en tant que personne, dans ce que je consomme, il faut que je fasse attention. Et indirectement, ça rejaillit sur notre santé, mais ça rejaillit sur l'environnement aussi. Et donc, moi, nous, nos premiers gestes, c'était surtout dans la cuisine. Alors que ce soit de la consommation alimentaire, d'essayer de consommer bio, local, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu ce premier pas-là. Et après, c'est aussi des petites choses, mais en fait, c'est que j'ai essayé d'éliminer tout le plastique de ma cuisine. Alors, forcément, comme souvent dans l'excès, en disant, c'est fini, je jette tout, alors qu'il y a des choses que j'aurais pu continuer d'utiliser, mais bon, voilà. Mais c'était se dire, je veux plus de plastique dans ma cuisine, je veux plus de passoires en plastique parce que c'est en contact avec la chaleur, etc. Donc, c'était vraiment au départ cette problématique-là qui liait à la fois le côté santé et le côté impact aussi sur l'environnement. Et du coup, on est beaucoup allé à Emmaüs pour remplacer les ustensiles que Sophie a jetés. Ce qui est pas mal aussi. Vous qualifiez votre entreprise d'atypique. J'ai pu lire ce mot à plusieurs reprises en préparant l'interview. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise atypique en 2021 ? Une entreprise atypique, en tout cas, ça a commencé avec une entreprise où on n'est pas capable de qualifier très exactement ce qu'elle fait. Donc nous en tout cas, on a choisi ce mot notamment parce que c'était difficile d'avoir ce sujet-là, parce qu'elle est transverse en fait. Elle est pas propre à un domaine, bien que bien sûr il faut que la société elle vive. Donc il y a des domaines qui sont plus rentables que d'autres, mais en gros le but c'est d'aller sur des sujets qui ont besoin un peu d'éclaircissement et de taper un peu dans la fourmilière et de voir un peu ce qu'il en ressort. Et donc on a abordé bien entendu la cosmétique, on a commencé par ça, bien qu'au départ tous les gens autour de nous voulaient qu'on fasse une savonnerie, mais on s'est dit non, nous un seul savon ça nous suffit. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que nous dans la création de savon, c'est juste qu'on s'est arrêté à 100% huile d'olive et ça nous suffisait. Bien que maintenant on aborde des nouveaux produits, on pourra peut-être en parler plus tard, mais après on a attaqué le domaine du textile, des vêtements. Où là aussi c'est un gros bordel. Et puis dernièrement on a attaqué l'alimentation, qui est en fait le premier sujet de notre transition finalement avec Sophie, mais qu'on a attaqué en dernier. Alors pour l'instant c'est très peu à destination de la communauté. C'est plus en interne pour nos salariés, mais c'est un sujet qu'on a lancé là, un peu plus d'1 an, avec un jardin en perma où on cultive pour les salariés. Mais voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en gros c'est ça, être atypique, c'est le fait de lancer des trucs qui sont pas forcément et qui n'ont pas forcément un besoin de rentabilité, de bénéfice, et de se dire on fait juste les choses bien, puis on verra où le vent nous porte, s'il y a des trucs à faire ailleurs. Bien sûr la cosmétique continue à évoluer. Nos produits évoluent, ce qu'on appelle nous des versions, parce que ça sert à rien de faire des déclinaisons X ou Y à l'infini notamment, ou de faire de la saisonnalité, mais du coup on se dit la crème par exemple, on est à la version 2, on l'améliore, on fait des trucs comme ça. Et puis il y a le textile, on est qu'au début, on a que 3 produits, et il y en a d'autres qui sont en développement, et l'alimentation, là on a absolument rien fait, et c'est un truc qui nous plaît pas mal, donc on va voir jusqu'où on va en tout cas. J'ai pu apercevoir en passant dans vos bureaux des cagettes remplies de courgettes. Des sacrés bébés en plus. Ouais. On les a pris un peu trop tard, là, du coup elles sont énormes. Ouais. Ça veut dire que votre jardin en permaculture est aussi situé là où nous sommes, donc à Pennes-Mirabeau, proche de Marseille ?
Ouais, c'est à 500 mètres à vol d'oiseau. Donc, pour l'instant, nous, on est en location ici, parce qu'en fait, on a pour projet de construire notre local. Et donc, à 500 mètres, à côté du terrain de Perma. Et donc, en attendant, puisque c'est un projet à 3 ans à peu près, et ben en fait, les terres, on commence à les exploiter. Donc, il y a 4 hectares au total. Et donc, là, on en a pris un. On a appris un qu'on a commencé à préparer. Et dans ces 1 hectare, on a pris 500 mètres carrés qu'on fait en perma. Voilà. Donc, il y a tout à faire. On peut faire des trucs sympas. En tout cas, le but, c'est d'amener à ce que le restaurant d'entreprise se serve de ça. Et puis les salariés aussi au quotidien. Voilà. On ne peut pas laisser les terres à nu. Beaucoup plus intéressante, les cultiver, de faire du local. Complètement, surtout que vous êtes dans une région ensoleillée. Et si on pouvait s'arrêter à 34 degrés, ce serait bien, s'il vous plaît. La particularité de Comme Avant, parmi toutes les entreprises que j'ai pu interviewer et recevoir au micro de Basilic, c'est que, comme je le disais à Sophie avant qu'on débute l'enregistrement, vous avez vraiment votre laboratoire et la confection des produits sur place, donc ce qui fait que vous êtes vraiment tous ensemble toute la journée. Il n'y a pas une partie laboratoire qui serait externalisée. Ça, c'était votre volonté depuis le début. Comment ça s'est passé lorsque vous avez commencé à concevoir vos premiers savons? Vous les avez fait chez vous? Vous avez loué un espace? Comment ça s'est passé? Ouais, alors au début, c'était borderline au possible. Je crois que les premiers savons qu'on a donnés à notre famille, etc., ou premiers clients qui voulaient absolument acheter nos produits, bien qu'on les connaissait, ces premiers savons, on les a fait carrément sur notre terrasse. Donc en fait, il y a même au début un des premiers speeches qui était très accrocheur, c'était du balcon à toute la France. Donc voilà, c'était vraiment au tout début. Donc il faisait super chaud, on faisait nos premiers savons dans des petits moules avec des mixeurs de cuisine. Enfin, c'était une catastrophe. Et puis après, on a récupéré une partie en dessous de nos locaux qui était un espace. Alors avant, c'était des garages. Donc on a complètement réaménagé. Finalement, heureusement qu'on avait donc du coup de cette première société avec son frère, en se disant on a les reins assez solides pour pouvoir faire un local de fabrication. Donc on a fait un atelier. Donc ça coûte pas mal d'argent. Heureusement, on l'a fait assez petit au début. Et le but, c'était de garder en fait le savoir-faire en interne. Et en fait, c'est comme ça qu'on aborde tous les sujets, soit le textile ou même l'alimentation. Le textile, ça va un peu mieux. Et l'alimentation, on retombe dedans, c'est-à-dire 90% des erreurs, on les fait. Du coup, on a une marge d'apprentissage qui est notamment au début très forte. Et puis après, ça va mieux. Puis après, on corrige les défauts et on avance, etc. Et c'est pour ça qu'on fait des versions de nos produits, parce qu'il n'y a pas besoin de changer autre chose. Mais par contre, voilà, les finitions s'améliorent, les coutures s'améliorent, le fil s'améliore. Voilà, il y a pas mal de choses qui changent. Et on a besoin de faire changer. Et donc voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on souhaite le faire, c'est-à-dire être au plus proche de la production, avoir ce savoir-faire et dire que dans un sens on participe à l'amélioration des compétences de toutes les personnes de la boîte. C'est pas juste on le fait faire par un labo, ça nous revient et on fait marcher le marketing et on le revend et puis basta. Le but c'est de se dire voilà, si on se plante, on est capable de s'améliorer, on est capable d'apprendre des erreurs, etc. Donc c'est un vrai avantage. Mais par contre voilà, c'est une charge supplémentaire, c'est une enclume au-dessus de la tête, parce que quand il y a des problèmes, du coup d'autres boîtes auraient attendu que le labo se corrige, voire même ils auraient anticipé ces problèmes, et nous on a certains problèmes qu'on n'aura pas anticipés, du coup voilà, et puis des frais supplémentaires bien entendu, mais par contre ça apporte une valeur ajoutée, de la qualité de l'huile, etc. On choisit tout de A à Z, donc voilà, c'est un peu différent, et des fois il y a beaucoup de clients qui utilisent nos produits et qui disent l'huile d'olive ou l'huile d'argan ou d'autres produits, votre produit il est vraiment top, alors qu'ils ont déjà testé des produits avec ces matières-là. C'est juste qu'ils passent d'une matière qu'ils n'ont pas forcément choisie, en tout cas la marque l'a pas forcément choisie, à une matière brute qu'on sélectionne et qu'on utilise en interne. Donc on essaie de garder les propriétés, on ne mélange à pas grand-chose, voilà, on essaie de faire les choses bien. Donc voilà, ça a pas mal d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Faire les choses bien en étant novice dans ce domaine, ça veut dire faire les choses en écoutant son cœur, en écoutant sa tête, en écoutant quoi? Les clients?
Oui, alors au départ, c'était surtout, on partait de nos envies à nous, en fait. Donc, c'est vraiment parti d'une volonté personnelle et de se dire, justement, voilà, qu'est-ce que c'est faire les choses bien pour nous? C'était simplement où est-ce que nous, on plaçait notre curseur. Donc, nous, notre curseur, c'était de faire des compositions très courtes. Donc, ça, c'est vraiment notre credo. Et c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment pas déroger. Et puis ensuite, c'était aussi de partir sur des produits solides, en se disant que voilà, justement, nous, on avait essayé d'enlever le plastique de chez nous, donc l'idée, c'était pas d'aller en remettre chez les gens. Donc voilà, d'avoir des produits solides, d'essayer de penser des emballages qui soient soit réutilisables, soit biodégradables et recyclables correctement. Et ensuite, c'est faire les choses bien. Oui, après, il y a forcément écouter aussi, écouter les clients, parce que c'est hyper riche. On a réussi à construire sur les réseaux sociaux une communauté qui est quand même assez importante. Et c'est très précieux, ils sont très exigeants, mais c'est vrai que c'est ce qui nous permet aussi parfois d'avancer, de savoir que là on est allé dans le bon sens ou là on est allé dans le mauvais sens, et c'est vraiment essayer de faire les choses comme on le sent, mais comme on sent que les, enfin, je sais pas comment le dire. C'est essayer de faire les choses avec le cœur, forcément, parce que voilà, on voit que les gens, ils ont aussi envie de sincérité, ils ont besoin de transparence, ils ont besoin de voir ce qu'ils achètent, de voir les gens qu'il y a derrière aussi, et ça, on sent que c'est vraiment important, qu'il y a vraiment eu un attachement qui s'est fait à nous, à l'histoire. En plus des produits, ou même pour certains, voilà, c'est juste ils nous suivent parce qu'ils ont envie de voir comment évolue l'histoire, comment on évolue, sans forcément être client. Mais voilà, c'est des choses qui sont assez riches, quoi, parce qu'on se dit c'est fou parfois, c'est vraiment c'est assez incroyable. Je voulais en parler de votre communauté, bien évidemment. Vous avez plus de 138 000 abonnés sur Instagram. Je n'ai pas regardé Facebook, etc. J'imagine que c'est à peu près du même acabit. Et pour autant, un feed Instagram assez brut, ou en tout cas assez nature peinture. Là encore, on ressent, je trouve, le côté artisanal, le côté familial. C'était une volonté, ça a été réfléchi en amont ou pas vraiment? Non, je dirais pas que c'est réfléchi, en fait, c'est spontané. Voilà, c'est qui on est, c'est comment on est. Alors, on a évolué sur plein de choses. Voilà, on a une graphiste en interne depuis un peu plus d'1 an. Avant, c'était mon frère qui savait faire du Photoshop et qui faisait le graphisme. Voilà, donc on évolue. Il y a des choses qu'on améliore. Ça fait partie aussi de nos valeurs, c'est d'être toujours dans l'amélioration continue. Mais voilà, on change pas qui on est. Et même 4 ans plus tard, même avec l'évolution qu'a pu avoir comme avant, on est toujours Neil et Sophie, entourés du même cercle familial qu'au début. Et voilà, donc oui, non, on restera spontané. C'est Neil qui est spontané. C'est lui qui... On essaye parfois de lui dire ça, tu es sûr? Puis si, non, ça, je le publie, il n'y a pas de souci. C'est sûr que sur le sujet, j'ai mon mot à dire. Oui, donc tout se normalise, tout se professionnalise. Le site internet notamment, ça se voit. Enfin, si on doit faire des captures d'écran des années précédentes, on voit qu'il évolue, qu'il est beaucoup plus pro, un peu plus joli. Caro, qui est notre graphiste, commence à mettre le nez dedans. Voilà, donc il y a des trucs comme ça qui s'améliorent. Et puis après, il y a une volonté sur les réseaux au contraire, en fait, d'être en mode no bullshit. Si je fais une prod et je la loupe, c'est le premier truc que je vais mettre sur le net en disant ça, refaites pas la même connerie, ou voilà, ou leur dire voilà, on l'a loupé, on a des morceaux, on sait pas trop quoi en faire, est-ce que vous voulez les récup, des trucs un peu comme ça, ou qu'est-ce qu'on a réussi à cultiver, ou comment on fabrique un t-shirt, etc. Et ça, là on tente de m'imposer un planning que je ne respecte pas, bien entendu, mais ça se normalise et c'est normal. Voilà, par exemple, on essaie de publier tous les 2-3 jours, des trucs comme ça pour maintenir la communauté, sauf si on a un rush ou un gros problème. Mais donc et je pense que c'est ça qui fait la force de Comme Avant, notamment. Enfin, pour la partie réseau, je parle, hein, pas la partie produit. C'est la spontanéité, c'est le fait de dire
Ça, je le montre. Et j'écris 3 phrases qui correspondent à ce problème et j'arrondis pas les angles. Voilà, on dit ce qu'on a à dire. Et le deuxième truc sur les réseaux, c'est un certain nombre de posts qui sont juste des ressentis, qui n'apparaissent pas souvent chez les marques. Chez les marques, c'est soit montrer du doigt un problème, soit vendre un produit. Et nous, on a rajouté une autre catégorie qui est qu'est-ce qu'on ressent. Voilà. Et ça, c'est la plupart des boîtes le connaissent, mais c'est un mal qui est connu mais qui est pas traité, c'est l'entrepreneur est seul. Et donc ça, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre des mots dessus. Donc souvent, Sophie après me corrige, ou quand Sophie écrit, je lui corrige, parce que c'est pas objectif. Et donc, on essaie de quand même le rendre assez objectif. Et puis en fait, en faisant ça, la plupart du temps, les membres de la famille le lisent, et en fait, on se sent beaucoup moins seul qu'au départ. Donc c'est un genre de cahier, comment ça s'appelle, journal intime, voilà, qui débloque en fait pas mal de choses. Ou des fois, on sent que le problème il est assez profond, qu'on n'arrive pas à sortir la tête du guidon et à se dire ce problème il est vraiment énorme. Et en fait, tout le monde à côté, pas besoin, cool, Hakuna Matata, tout va bien. Voilà, donc et cette dernière partie en fait, elle rapproche pas mal la communauté à nos problématiques, ce qui amène à ce que les gens en fait au moment où on a besoin de vendre, parce qu'il y a des moments où on est plus dans le rush que dans d'autres, les gens ils disent je viens acheter votre savon chez vous parce que vous êtes vous. Et sauf qu'il y a 50 autres possibilités, et quand je dis 50, c'est pas du tout marseillais, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'autres savonneries ou d'autres savons. C'est même en dessous d'estimation. Et pourtant, il choisit le nôtre. Pourtant, il a rien de particulier, c'est juste un bon savon. Mais voilà, il y a plus que ça derrière. À décrire, je ne saurais pas. Mais en tout cas, il y a plus de choses qui intéressent les gens. Voilà. Mais en fait, votre boulot, c'est de résoudre des problèmes. C'est de faire tomber les masques, de simplifier les process. C'est ça marche pour tout. En fait, ça marche pour les cosmétiques où vous avez choisi d'avoir le labo, pour le textile où vous avez des couturiers et des couturières qui confectionnent les vêtements, pour les réseaux sociaux où tu dis que tu as envie justement de faire tomber un peu le tabou de l'entrepreneur qui avance seul et qui combat tout alors qu'en fait il y a des galères et qu'il faut en parler. C'est encore une volonté de transparence alors. Ouais, alors je vais corriger un truc, c'est nous on n'aime pas pointer du doigt, donc on n'est pas là pour dire ça c'est pourri. On n'est pas et il y a d'autres marques qui le font très bien, genre Loom, voilà, qui pointe du doigt un truc et où ça fait très très mal et qui est présent depuis la nuit des temps. Nous on n'est pas comme ça. Nous on est plus à dire voilà, ça c'est le produit, il y a ça de bien, et logiquement, enfin en tout cas dans notre com, on essaye que les gens comprennent à quoi c'est associé et qu'est-ce que ça corrige, sans forcément aller le dire. Voilà, okay. Donc on n'est pas là pour moraliser, etc. Aussi bien sur la cosmétique que sur le textile. Donc en fait, quand on décrit les choses sur les réseaux, on moralise pas les gens, etc. Et on pointe pas du doigt les problèmes. Et on donne juste nous en disant, voilà, si en ce moment on essaye de corriger le problème avec la colle, il se passe ci, il se passe ça. Si on prend tel truc, ça vient de Chine. Si on prend tel truc, ça vient d'Europe. On sait pas trop quoi faire, etc. Mais on n'est pas là à dire qu'est-ce qui se passe si je prends le truc de Chine. Les gens savent très bien l'empreinte carbone, etc., etc. Voilà, donc voilà, faut bien faire la distinction entre les deux. Et souvent, on se corrige mutuellement en disant, voilà, cette phrase-là, on va pas la mettre parce que, à part gêner les gens, on n'est pas dans ce principe-là. Voilà. Après, voilà, il y a d'autres marques qui le font très très bien et eux, ils sont là pour faire l'impact. Et ça fait partie de leur com, hein, d'ailleurs. Nous, non. Nous, on est plus dans le qu'est-ce qu'on ressent, comment on essaie de corriger nos trucs en interne. Et puis, normalement, les gens font l'association tout seuls de savoir qu'est-ce que ça corrige. On choisit le lin, on va pas dire pourquoi on a choisi le lin. On sait que c'est français, on sait que c'est local. On essaye de le prendre, de faire par exemple, on le blanchit pour avoir la version blanche. On va pas dire pourquoi telle teinture chimique, c'est dégueu, etc. Voilà. On choisit avant, on l'explique et on voit comment les gens réagissent. Oui, mais vous êtes quand même dans cette démarche de transparence, d'expliquer vos choix
et qu'il y ait une compréhension derrière, sans forcément être dans une démarche pédagogique de venir pointer du doigt un problème. Il y a quand même une volonté d'être transparent. Oui. Quand résoudre le problème c'est simple, ça va. Après, c'est un autre sujet quand on fait des compromis, quand on fait un choix où en fait on prend juste le moins dégueu. Là, on a besoin d'expliquer un peu plus. Donc là, souvent, ça amène les arguments. Oui, ça permet de faire ça. Et si ça corrige tel point. Mais quand le produit pour nous est parfait, en fait, il n'y a pas grand-chose à expliquer, quoi. Voilà. Oui, après, la transparence, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. Et c'est vrai que dès le début, sur notre site, on s'est un peu démarqué par les quantités d'explications qu'on notait. On a voulu aller dans le détail des ingrédients, de leur origine. Voilà, vraiment, on a voulu détailler. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Qui était quelque chose d'assez nouveau. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui nous disent « Non, mais vos pages sont trop longues, il y a trop de texte, les gens n'ont pas le temps de lire. » Certes, les gens n'ont pas le temps de lire, mais s'il y a sur les 100 personnes qui viennent sur le site, il y en a 2 qui lisent, bah écoutez, nous on est contents et ils auront ces 2 personnes qui auront eu de l'info qu'on trouve intéressante. Donc oui, il y a quand même ce souhait de transparence qui est important, mais en effet, voilà, toujours en essayant d'éviter à la fois d'être moralisateur, de pointer du doigt et être dans une pédagogie, mais pas enfantine, quoi. On n'est pas là pour infantiliser les gens. On est là juste pour partager nous. Puis c'est plus des partages d'expériences. J'en reviens à ce que disait Neil sur les posts qu'il a pu faire sur le côté entrepreneuriat. Il y a eu sur le côté entrepreneuriat, il y a aussi eu sur le côté transition écologique personnelle. Et c'est voilà, on a un post quand on parle des poules et quand on était allé faire un atelier sur les poules, ça fait réagir énormément alors qu'on parle pas de nos produits, alors que voilà, c'est fou de voir l'engouement qu'il peut y avoir. Un des posts, j'allais en parler, un des posts qui a le plus de réactions, qui continue d'en avoir parce qu'il continue d'être partagé, c'est quand on a parlé de la yaourtière qu'on avait pris chez nous et qu'on montrait une photo de notre fils avec Neil en train de faire les yaourts et c'est fou parce que voilà, c'est une source d'échange et de partage entre nous, entre les gens eux-mêmes voilà, c'est chouette, quoi. Et c'est vrai que c'est ce côté-là, sortir juste du côté marketing produit et montrer qu'on a d'autres choses à partager, d'autres choses à dire et voilà, c'est vrai que c'est précieux et même si voilà, pour certains c'est pas conventionnel et voilà, il y a peut-être un côté où forcément il y en a qui doivent penser que on partage trop de choses ou qu'on partage des choses trop personnelles ou qu'on veut toujours alors on a eu cette critique là de vous voulez toujours montrer que vous faites mieux. Alors j'avoue que moi je la comprends vraiment pas, cette critique, parce que je me dis en fait on montre après qu'on fait mieux, enfin c'est chacun qui juge, quoi. Le fait de faire ses yaourts chez soi, c'est pas être les rois du monde de l'écologie, quoi. Il y a des gens qui font bien mieux que ça pour l'écologie. Enfin voilà, on n'a pas l'impression d'être dans une espèce de démonstration où justement voilà, ce côté moralisateur, faites comme nous et si vous faites pas ça c'est pas bien. Pas du tout. C'est un partage d'expérience et après chacun prend ce qu'il a envie de prendre, quoi. Après, ça reste toujours un sujet assez compliqué et sur lequel on est toujours un peu en train de marcher sur des œufs. Ça marche aussi bien pour le podcast que pour vous, que pour toutes les personnes que j'ai pu recevoir au micro, c'est normal. Depuis la création de votre premier savon à l'huile d'olive, la gamme de cosmétiques s'est bien étendue. Je voulais qu'on revienne sur un produit assez original qui est une crème solaire solide. Oui. Pourquoi ce produit ? Est-ce qu'il est récent ? Comment est-ce que vous avez pensé la conception de ce produit ? Est-ce que ça a été difficile ? C'est assez rare finalement comme produit en cosmétique. Alors la crème solaire, elle est dans nos têtes depuis plus de 2 ans. On devait normalement la sortir l'année dernière, mais avec le Covid, du coup, notamment tous les tests pour la mise sur le marché ont été décalés. Donc on est arrivé à une commercialisation qui pouvait être faite en fin d'année 2020. Donc du coup ça s'est décalé. Donc on l'a sorti en avril 2021. Donc c'est plutôt récent. Et du coup, donc l'idée c'était forcément de respecter notre cahier des charges qui était le même depuis le début, d'avoir une composition courte et d'avoir un format solide
qui soit dans un emballage recyclable, donc emballage carton, puisque c'est ce que nous on utilise. Donc voilà, c'était ça notre cahier des charges. Ça a été compliqué. L'idée c'était d'avoir aussi bien sûr un filtre minéral, pas de filtre chimique. Donc filtres minéraux, il en existe 2. Il existe l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. On ne voulait pas nous utiliser le dioxyde de titane pour différentes raisons, mais notamment voilà parce qu'il a pu être controversé dans son utilisation dans des dentifrices ou comme colorant dans l'alimentation. Donc on avait ces 2 choix. On s'est orienté plutôt sur l'oxyde de zinc. Et voilà, ensuite le défi c'était d'arriver à formuler un produit avec très peu d'ingrédients dedans. Donc là on arrive avec un produit qui a 4 matières premières. Donc quand on lit l'INCI, il y a 6 ingrédients puisque l'oxyde de zinc qu'on utilise est mélangé avec 2 autres ingrédients. Donc sinon on a de l'huile de moringa, du beurre de karité et de la cire de tournesol uniquement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez innovant et assez unique sur le marché en effet. Voilà, donc c'était vraiment aussi apporter notre contribution à ce produit-là. Voilà, on sait que les crèmes solaires, ça porte toujours soit des polémiques ou en tout cas ça pose beaucoup de questions puisqu'à la fois on veut tous utiliser une crème solaire pour se protéger, mais voilà, on veut faire attention à ce qu'on se met sur la peau et on sait aussi les impacts qu'il peut y avoir sur les océans. Donc voilà, c'est une problématique compliquée qu'on a quand même nous voulu aborder avec ce produit-là et bon, c'est vrai que voilà, il a quand même intriguer beaucoup de gens et voilà, c'est plutôt jusqu'ici on peut dire quand même un succès. Voilà, beaucoup de gens ont envie de le tester et en sont contents. Donc c'est chouette. C'est encore un ovni dans le monde des solaires et des protections solaires. Comment est-ce qu'on passe de la conception d'un savon sur un balcon à la création d'une crème solaire avec 4 ingrédients ? J'imagine que des chimistes ont rejoint vos équipes ou des personnes en laboratoire pour faire les tests, que là, ça dépasse vos compétences. Depuis le début, je ne sais pas si tu veux parler de cette partie. La crème solaire, c'est vraiment le sommet de la difficulté. Mais en fait, tous les autres sont un peu sur la même logique. En fait, notre grosse problématique là-dessus, hormis le fait d'avoir des personnes internes pour faire la R&D sur nos produits. Donc nous, on a 2 filles ici qui font la R&D, Océane et Gaëlle. Mais surtout notre plus grosse problématique, c'est affirmer quels sont les avantages de nos produits. Ce qu'on appelle les allégations. Et ça, chaque fois qu'on sort une allégation, du genre ça rend la peau douce ou ça rend les dents blanches ou ce qu'on veut, ce qui est en fait une très grosse partie de tous nos textes, qui sont notamment sur notre site, et bien en fait il faut le vérifier. Et donc ça veut dire faire un test à chaque fois qu'on sort une allégation. Et un test qui peut aller jusqu'à les derniers, notamment sur la crème solaire. Les plus gros tests, par exemple sur la crème solaire, c'est 10 000 €. Donc ça commence à 200 €, ça finit à 10 000 €. Et donc chaque fois qu'on veut affirmer quelque chose, il faut les tester. Et ça, nous, on le fait faire par des labos. Mais après, tout le reste, on essaye de le faire en interne. Donc on est suivi par une boîte, Gaël de GBC, il se reconnaîtra, qui nous aide à faire nos plannings notamment, et puis à envoyer les bonnes infos aux bons labos, si on ne connaît pas tous les labos de France ou d'Europe, parce qu'après, même en France, des fois, il y a beaucoup d'attentes, donc des fois, il y a des tests qu'on fait en amont en Europe, et après, on refait en France. Enfin bon, toujours un pataquès, c'est pas possible. Mais en gros, voilà, ils nous aident à faire la gestion de projet là-dessus. Et après, une fois qu'on a trouvé le bon produit, il prend la main, on dit on va faire tel test d'allégation, et ainsi de suite. Voilà. Et après, nous, une fois qu'on a tout validé, soit il y a quelque chose qui va pas et on repart de zéro, soit c'est bon et on avance sur le sujet. Donc la crème solaire, c'est un sujet qui a été très compliqué parce qu'en fait, personne veut se mouiller. Personne veut mettre que de l'oxyde de zinc. Personne ne. Nous, on a du coup, il est en fait mélangé à 2 autres matières pour qu'il soit homogène dans la matière. Ça a été très compliqué, quoi. Et notamment pour faire les tests après, même les tests d'usage. En fait, les gens se disent, du coup, on l'utilise comment? Donc voilà, ça a été plein de marches qui fait que ça nous a pris 2 ans, quoi. D'avoir un truc en 6 mois, c'est à peu près ok. Là, il faut 2 ans hors création du produit, quoi. D'être d'accord sur les matières, savoir quels sont les avantages, etc.
Donc ouais, ça a été ce produit-là, ça a été le plus dur. Après, tous les autres sont sur le même acabit. Faut choisir les bonnes matières, faire les tests en interne, tout le monde être d'accord. Et puis après, voilà, ça part en compat. On vérifie que tout soit bon, toxico, etc., etc. Et après, les allégations. Et des fois, c'est arrivé même aux allégations que ça convient pas, et on repart de zéro. Tout ce qu'on a investi, et puis hop, c'est reparti. Donc ouais, on arrive facile à de belles sommes pour un produit qui est le plus minimaliste possible. En fait, notre difficulté, c'est ça. À l'inverse de pas mal de boîtes, c'est que faire bouger 1% sur un produit où il y a 4 ou 5 matières, ça change tout. Et il y a beaucoup de toxicos ou même de labos qui ne veulent pas se mouiller là-dedans. Ils préfèrent un produit où il y a 20, 30 matières, où on peut faire bouger des petits trucs pour faire jouer les choses. Passer en bio notamment, dentifrice ça a été un des trucs aussi compliqués. Tant pis, on n'a pas les bons trucs, c'est pas grave, nous on veut pas partir sur des matières dégueulasses. Donc voilà, c'est toujours une histoire de compromis entre ce que les clients veulent et ce que nous on veut et ce qui est capable d'être fait, notamment en ce moment. Voilà. Peut-être que plus tard, il y a notamment d'autres tests qui vont arriver pour la crème solaire. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, nous on a fait le max qu'on était capable de faire. C'est difficile à imaginer en tant que consommateur et consommatrice qu'il y ait autant de tests à réaliser, qu'il y ait autant de travail de développement d'un produit. Je pense qu'on en a peu conscience aussi et on peut vite être très critique à l'égard des marques sans savoir tout le boulot que ça a engendré derrière. La plupart des marques, en fait, ils ne s'occupent pas de la prod. Et donc, toutes ces problématiques-là, ils les occultent. Et puis, ils n'en parlent pas à leurs clients, quoi. Donc, pourtant, il y a plein d'autres domaines, notamment l'alimentation, où en fait, on est tous au courant que les mecs, à 40 degrés, ils sont dehors en train de ramasser les légumes, quoi. Ou alors, c'est que on est sur de l'industrialisation, mais voilà, il y a plein d'autres sujets où c'est pas comme ça. Les gens, pour eux, ils fabriquent le produit, il arrive sur la table et tout est bon. Il y a plein d'autres trucs avant, quoi. C'est sûr. Oui, c'est vrai que je trouve qu'aussi c'est pour ça que c'est bien de pouvoir nous montrer les coulisses de notre fabrication et de pouvoir montrer ce qui se passe et avant que le produit arrive chez eux, tout ce qui a pu se passer. C'est important, je trouve, de sensibiliser aussi parce que ça permet de prendre conscience en effet de ce qu'on consomme et de comment c'est fabriqué et comment ça se passe avant que ça arrive chez nous. Je trouve que c'est des infos importantes. On en prend plus facilement conscience avec l'alimentation puisque à partir du moment où on essaie de faire pousser des radis ou des fraises, etc., on se rend bien compte qu'en fait, il faut les récolter un à un et que c'est pas une barquette ou une botte de radis qui arrive instantanément dans l'assiette. Par contre, pour les cosmétiques et la mode encore plus, ça reste assez difficile d'avoir vraiment conscience de ça. Ouais, je pense que la mode, le textile encore plus, parce que autant les cosmétiques, je pense de plus en plus de gens quand même ont été sensibilisés au do it yourself, ont fait leurs produits eux-mêmes et ont vu tiens, ça je l'ai raté ou ça voilà. Donc je pense que ça, malgré tout, pour les gens qui se sont lancés là-dedans, après c'est vrai que le textile, certes il y a des gens qui font de la couture en plaisir personnel, mais je pense qu'on se rend pas compte en effet quand on va acheter un t-shirt 3 € chez H&M pour pas les citer, non forcément c'est sûr qu'on se rend pas compte de qu'est-ce qui s'est passé avant que le t-shirt arrive chez nous, arrive dans le magasin. Est-ce qu'en vous lançant dans la confection de vos t-shirts, vous imaginiez que ce serait autant de travail, qu'il y avait autant d'étapes, autant de process ? Oui, quand même, parce qu'on savait quand même où on allait, on savait que ça serait difficile. Et donc. Et ça l'a été. Et ça l'a été. Je me rappelle il y avait un des postes qui était on recherche une couturière pour faire 2-3 trucs en interne. On essayait de pas trop divulguer, mais voilà, on voulait quand même avoir du monde qui venait de la communauté, qui était un peu dans la même philosophie que nous. J'ai dû faire les 3/4 des entretiens. Les gens, les personnes en face, quand je leur ai dit, moi je veux faire notamment un premier modèle qui est un t-shirt sans machine, et les 3/4 m'ont dit non. Même facilement les 3/4, même plus que les 3/4. Ceux qui m'ont pas dit ça, ils m'ont dit qu'il fallait faire des volumes de malades. Et j'ai eu une seule personne qui m'a dit ouais c'est bon, moi je suis capable de le faire même seul, je te fais 10 t-shirts à la journée. Donc ça faisait des prix de rentabilité de malade, mais au moins c'était faisable. Donc après on a beaucoup appris sur le tas après avec du coup en pratiquant. Mais voilà, il y avait que Lucille qui est venue qui m'a dit ouais ça marche, moi je suis chaud pour le faire en avant. Voilà, donc maintenant ils sont 6. Quand tu dis sans machine,
Sans machine, c'est-à-dire sans grosse machine industrielle. Bon, en gros, de quoi faire un t-shirt en 10 minutes, ça, on n'a pas ce qu'il faut, quoi. Nous, voilà, on a que les machines. Bon, c'est des machines pro, hein, mais bien entendu, hein, c'est pas notre, c'est pas la petite machine de couture. Mais voilà, c'est en gros tout à la main. Et du coup, les premiers prix, c'était 90 € le t-shirt, un truc comme ça. Si je devais vraiment calculer avec la marge, etc. Mais c'était fait. Voilà. Maintenant, on améliore les détails, etc. Et on sort un t-shirt en coton à 35, mais il faut passer par pas mal de choses pour arriver à un truc comme ça. Et encore, on a passé la certif aussi GOTS sur le textile. Et c'est vrai que ça, c'est un point important pour nous, qui l'était pas au début, en fait. Au début, on voulait faire quelque chose de clean, mais les gens, ils adhèrent ou pas. Ça faisait partie du truc, et puis c'est tout. Maintenant, chaque fois qu'on lance un nouveau truc, ou notamment un nouveau domaine, on le fait certif. En gros, pour dire aux gens, peut-être que c'est pas la meilleure certification du monde, mais ce qu'on vous dit, c'est pas du bullshit. Et ça valide une certaine partie de ce qu'on vous a dit. Et en gros, c'est ce qu'on a fait sur la cosmétique, c'est le Cosmé Bio. Sur le textile, c'est GOTS. Et sur l'alimentation, c'est AB. Donc en gros, le jardin en perma, il est certifié AB, dès maintenant. Déjà. Voilà, déjà. Voilà, et donc ça valide un certain nombre de choses. Et ça évite notamment aux haters de venir dire c'est du market, c'est du bullshit, greenwashing, etc. Voilà. Et donc, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on l'avait passé en cosmétique. Et du coup, on a réappliqué la même chose en textile et en AB. Et on a pris les mêmes méthodos, on a appliqué les mêmes trucs. Bon, le cahier des charges était un peu différent, mais et les mecs sont venus. Ça c'est bon. On avait déjà tout était en place, donc tout le process de suivi des matières, la transparence, la confection, le numéro de lot, etc. Donc même là, sur le terrain de perma, même si c'est à destination des salariés, on se force déjà. Chaque planche a des numéros de lot lorsqu'on fait des récoltes. Il y a une traçabilité. On fait les poids, les mesures, etc. pour normer tout ça, pour que si il y a un moindre défaut, on soit capable de dire ok, ça vient de telle planche. Ça a été récolté à tel moment. Avant, on avait mis tel engrais, on a fait tel truc. Voilà. Donc, on a un suivi de culture et un suivi des ajouts qu'on fait, des amendements et les dates de récolte. Vous utilisez aussi toute l'expérience acquise au fil de ces 4 années, en fait, pour tout. Ouais, la méthode, c'est toujours la même, en fait. En fait, ce que veulent les organismes de certification, c'est la traçabilité. Une fois qu'on a ça, après, il faut juste améliorer les matières. Mais vu que nous, on partait des matières clean, en fait, c'était tout simple, il fallait juste tracer, quoi. En fait, le sujet sur GOTS, du coup, ils étaient un peu gênés ici de poser la question, parce que la plupart du temps, quand on parle de social, du coup, en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est lorsque c'est produit en Inde, en machin, est-ce que c'est dans les bonnes conditions ? Et du coup, quand ils posent la question ici, est-ce que c'est pour des bonnes conditions ? Ils disent, si vous voulez, on descend, vous allez voir la prod, il n'y a pas de problème, elles sont là, elles mangent avec nous, tout va bien. Mais voilà, donc du coup, tous les checks, en fait, ça a été très rapide sur le côté social, quoi. Mais voilà, à la base, je suppose que la plupart des marques, c'est un peu plus compliqué pour eux de prouver comment ça se passe en prod dans les autres pays, quoi. La spécificité de GOTS aussi, c'est qu'il certifie toutes les étapes en fait du produit, donc de la matière première, de la récolte, du filage, tricotage, confection, toutes les étapes. Donc en fait nous, forcément, nous on reçoit des matières premières déjà tricotées, prêtes à être cousues, mais on est garanti, quand on achète des matières premières qui ont elles-mêmes la certification GOTS, on est garanti que même avant, tout a été respecté. Au final, la certification GOTS a été même plus compliquée pour nous que la certification Cosmos, parce qu'il y avait ces nouvelles parties-là, mais voilà, après, on a réussi. Ouais. Comme le AB, par exemple en AB, donc agriculture biologique, il faut notamment savoir en kilos combien d'azote on apporte sur le terrain, voilà, des trucs comme ça. Donc, sauf qu'au départ, quand tu apportes tes brouettes de fumier, tu as du mal à calculer ton azote, quoi. Mais voilà, donc en gros, chaque truc a sa spécificité. On verra si on fait d'autres domaines, mais en gros, on prend le cahier des charges, on le mange, on le digère et on voit ce qu'on est capable de faire. Après, si on se limite, notamment au début, si on se limite pas mal, c'est pas si compliqué que ça. La marge d'apprentissage, elle est pas assez violente. Mais c'est sûr, pour une première fois, lorsqu'on donne le pavé de 400 pages, on fait notamment en cosmétique, on a fait ok, faire un labo, c'est comme ci, comme ça. Faut pas de bois, il faut les habits, c'est ça. La propreté, c'est ça. Le lotissement, enfin voilà, c'est encore un sujet qui devient compliqué. Et sur la crème solaire,
pareil, il y a eu des adaptations à faire parce que ça devient un produit sanitaire. Donc là, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Les ports du masque en plus, voilà, ça a été un autre sujet, cette crème solaire. C'est level up, quoi. Et je voulais qu'on termine sur les 4 hectares que vous avez acquis et sur lesquels vous avez l'intention de construire les prochains locaux de Comme Avant. Est-ce que ça, c'était votre rêve in fine d'avoir vos propres locaux, que ça ait été pensé par vous, construit par vous aussi, de tout maîtriser Non, pas du tout. Non, enfin... Au début, avec la cosmétique, on pensait pas aller sur le textile, on pensait pas aller sur l'alimentation. Est-ce qu'on pensait au démarrage qu'on allait faire construire notre local ? Non, c'est juste que premier local trop petit, celui-là trop petit. Celui-ci où vous vous êtes installé au mois d'octobre dernier. Ouais, voilà. Donc on a déjà 2 conteneurs sur le côté parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, donc il faut faire les choses bien, sauf que après aller dans des bâtiments en espèce de tôle acier, plastique, machin, ça nous intéresse pas plus que ça. Donc voilà, on le prend sur le fil de l'eau comme faisant partie de notre destin en disant on va le construire, quoi. Et la ville d'Épée de Mirabeau sur laquelle on se situe à l'heure actuelle nous a fait confiance sur ça en disant vous faites des produits clean, votre philosophie nous intéresse, c'est dans l'air du temps, allons-y. Donc je me suis dit ok, cool, voilà, c'est parti. Voilà, des fois il faut, encore une fois, l'optimisme de l'entrepreneur, il passe par aussi accepter des fois ce qui nous tombe dessus. Des fois c'est pas bien, des fois on se dit c'est pas cool, la répression des fraudes ou des trucs comme ça, et puis des fois il y a des trucs comme ça qui nous tombent dessus, et puis voilà, c'est bien. Voilà, c'est comme ça fait partie de l'histoire de l'entrepreneur, d'accepter ce qui lui tombe sur la tête chaque jour, quoi. Et donc rendez-vous dans 3 ans dans vos prochains locaux ? Ouais, ou 4. Enfin, ouais, 3. Ouais, dans 4 ans, oui, normalement, ça devrait être bon. Bon, après, on sait jamais ce qui arrive. Encore une fois, c'est pas ce qui nous tombe sur la tête. Est-ce qu'il y a une volonté de éco-concevoir ce lieu, de le penser un peu différemment ? Ouais, alors on va commencer par faire un concours avec des architectes pour voir un peu ce qu'ils peuvent nous faire. C'est un peu la même histoire que le textile. En gros, c'est on veut faire ça. Qui nous dit qui est partant et qui nous dit non, c'est impossible. Et puis après on voit où est-ce que ça bloque dans la réalité des choses. On a une idée en tête, que ce soit éco-conçu, je vais pas dire éco-responsable parce que c'est un peu, notamment sur le bâtiment, pour peu que je commence à avoir l'approche. Je commence à bouquiner un peu tout ça, notamment avec Sébastien, donc qui est le parrain de Naël, qui à la base est dans le bâtiment. Je commence à voir qu'en fait il y a des trucs, ça ne peut être que dégueu. Il faut faire au mieux, mais ça peut être, il y a une partie c'est dégueu. Donc le éco-responsable, non. Éco-conçu. Voilà, éco-conçu c'est bien. Et puis après, on va voir ce qu'on est capable de mettre au niveau de la technologie. Est-ce qu'on se limite ou pas dans le bâtiment ? Est-ce qu'on est capable de faire un bâtiment dans le sud sans climatisation ? J'ai peur que non, en tout cas sur une partie. Le reste, comment on est capable de le fabriquer ? Voilà, tout ça va être des questions qu'on va se poser au fur et à mesure. Et encore un nouveau projet à découvrir, quoi. Des trucs qu'on connaît pas du tout. Génial. Merci beaucoup Neil et Sophie, c'était passionnant. Je suis ravie de vous avoir reçus au micro et à bientôt dans vos nouveaux locaux. À bientôt, merci. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Instagram @basilicpodcast, mais également sur le site basilicpodcast.com ou encore sur votre application de podcast pour rechercher les épisodes que vous auriez peut-être manqués. J'espère qu'avec cet épisode, vous aurez pu faire le plein d'inspiration et que l'énergie de Sophie et Neil aura été communicative. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.